Bonjour. Bonjour et bienvenue sur État de veille. 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 État de veille, état de veille, état de veille, état de veille. État de veille. État de veille. C'est d'être connecté au reste du monde, à ses sens. C'est attendre quelque chose, ouais. C'est garder quelque chose. Ouais, mais c'est pas agressif, c'est pas, c'est doux. Par les yeux ouverts. C'est tout le temps. État de veille, c'est doux. Bonjour, aujourd'hui je parle des émotions. Les émotions, quel bazar. Tu voudrais que je reprenne avec que je fasse un rappel de la dernière vidéo à ce moment-là? C'est que la fatigue, elle est prise en compte, elle est valorisée, elle est validée, et que les émotions ne le sont pas. Les émotions nous font tellement peur qu'on voudrait les garder loin. Bon, ça c'est toute une chose évidemment que je vais exprimer lors de la conférence et que j'exprime souvent sur réhabiliter cette chose qui n'est pas du jugement, qui n'est pas de la réflexion, qui n'est pas en ordre, et qui est vraiment, pour moi, c'est la source de toute notre belle énergie vitale. C'est ça que je veux faire passer. Je vais y revenir à ça. Alors, l'énergie vitale, pour moi, c'est cette capacité à supporter le désordre, les aléas de la vie, les frustrations, toutes ces choses qui sont à l'opposé justement de la fatigue. La fatigue, c'est nous ratatiner sur quelque chose de familier et de confortable. Les émotions qui sont source d'énergie, c'est être du côté de l'exploration, de la sortie de la zone de confort aussi. Voilà. Chaque fois que je me laisse sentir une émotion, je prends le risque d'être inconfortable ou en déséquilibre ou d'avoir peur de ce qui peut se passer dans la relation ou entre moi et moi également. Ce que je vois, c'est les enfants, par exemple, et ça me tient très à cœur, sont plutôt invités à rester dans quelque chose qui va être étiqueté fatigue. C'est parce que tu es fatigué que tu vas aller coucher, c'est parce que tu es fatigué que tu dois te taire. Ils sont plutôt invités à rester confinés dans quelque chose de déjà connu que accompagnés dans cette exploration, accompagnés dans cette aventure, de mettre aussi des mots sur ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, dans la tête, et que ça, c'est le registre des émotions, quelles qu'elles soient. Alors c'est pour ça que je choisis de parler des 3 émotions qui sont les plus discréditées dans notre culture, ou confondues avec d'autres choses, et qui sont plutôt source de méfiance que source de confiance, voilà, en nous. Habituellement dans les livres, on cite 6 émotions. Moi j'ai à cœur d'en rajouter une 7e qui est j'ai mal, et c'est vrai que celles dont je vais parler plus spécialement, ce sont les 3 majeures, qui sont les plus discréditées, qui sont les plus maltraitées aussi, qui sont donc le chagrin, la peur, la colère. Et c'est sur ces 3 émotions que j'aime bien remettre du neuf, du dépoussiérage, et surtout nous permettre à nous-mêmes d'être plus dans cette capacité d'accueillir les émotions, et surtout de pouvoir accueillir celles des autres quand ils sont soit dans le chagrin, soit dans la peur, soit dans la colère, au lieu de vouloir trouver des comportements de défense qui sont rationalisés, expliqués, dire que c'est pas grave, mettre le spot sur l'objet de la colère, au lieu juste de rester en contact, en relation avec la personne qui est en colère, et de pouvoir accueillir son expérience de colère, et non pas de faire chipota sur pourquoi elle est en colère ou sur quoi elle est en colère. Alors, dans ces 3 émotions, je vois un commun dénominateur dans notre culture de vouloir les étouffer, vouloir les aménager, vouloir en empêcher justement la fulgurance, l'explosion et la richesse, et surtout, encore une fois, ce en quoi ça nous fait être en contact avec quelque chose d'une expérience de vie. Voilà, ce serait ça ce qui est commun. On nous invite plutôt à ravaler, à étouffer, à anesthésier, plutôt que d'explorer du nouveau. Et du délicat quelquefois, du sensible aussi. Donc bien sûr, c'est plus facile de penser, de réfléchir aux émotions
que de les rencontrer à l'intérieur de soi et de les partager avec les personnes qui nous entourent sur le mode, encore une fois, peur, colère, chagrin, douleur, surprise, et toutes ces choses qui sont vraiment au cœur de la vie, au cœur de l'énergie. Ça, je tiens à le redire. Trois observations ou trois situations très concrètes dans lesquelles je nous prends tous en flag de ne pas les accueillir comme des sources d'énergie. C'est quelqu'un qui peut dire « j'ai du chagrin », et on pourrait lui dire il n'y a pas de raison, ou c'est pas si grave, ou bien de dire voilà, parce que tu as perdu ta poupée, c'est pas si grave que, ou bien je pense aussi à quelque chose qui est éminemment fréquent, régulier, récurrent, c'est un enfant de 0 à 99 ans d'ailleurs, qui pourrait dire vraiment je suis en colère, et on dirait je suis en colère parce que tu as oublié de me rapporter quelque chose, on dirait aussi mais écoute il a des excuses, il est parti en retard, etc. C'est toujours rester dans la périphérie, sur le fond d'écran, au lieu de rester centré sur l'expérience elle-même de l'émotion. Et c'est cette expérience qui est synonyme d'énergie, à condition, évidemment, d'être accueillie, d'être mise en mots, d'être élaborée, au lieu d'être évacuée ou, encore une fois, anesthésiée du fait des circonstances. Ou alors quand j'entends dire, par exemple, la phrase « elle n'a pas fait exprès », ou « c'est pas ce qu'elle voulait », ou c'est... Alors bien sûr, la phrase majeure, c'est « c'est pour ton bien ». Donc tu n'as pas le droit d'être en colère, ou tu n'as pas le droit d'avoir peur, ou tu n'as pas le droit de ressentir quelque chose, parce que tes parents t'ont imposé ça pour ton bien. Ça résume tout le reste, évidemment. Donc sans doute que une des confusions dommageables pour cet accueil inconditionnel des émotions, c'est la confusion qu'il y aurait entre exprimer de la colère, je ne suis pas d'accord, je suis fâchée, avec décharger de la colère. Évidemment, c'est pas il y a des lieux réservés à cette décharge pour être dans le respect aussi de ce que les autres peuvent entendre, supporter, prendre pour eux. Mais je me dis qu'un enfant qui aurait été autorisé à décharger au fur et à mesure pourrait apprendre ensuite à être dans une juste expression de ce qui peut être toléré dans un lieu scolaire, dans un lieu professionnel, chez ses grands-parents, mais à condition qu'il n'y ait pas d'accumulation de tout ce qu'il n'a pas pu dire. Je pense que soit les maladies, soit les violences, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le passage à l'acte, c'est le fait d'avoir accumulé, attendu, et qu'à ce moment-là, ça sort effectivement d'une façon qui n'est pas respectueuse ni de soi ni des autres. Je pense que les prisons sont remplies de ces personnes qui n'ont pas été accueillies dans l'expression de quelque chose qui ne leur convenait pas. Et je pense que aussi la violence sur les enfants, ce sont tous ces parents qui n'ont pas pu dire en toute impunité, en toute tranquillité, je n'en peux plus, j'aimerais vraiment le passer par la fenêtre, et bien sûr si je peux le dire, je vais bien sûr pas le faire. Donc ceux qui ont été dans ce passage à l'acte, les parents qui ont été dans ce passage à l'acte, ce sont ceux qui n'ont pas été pris en considération dans une expérience de surcharge, de menaces sur leur propre équilibre et leur propre existence, et qui ont dû donc dépasser leurs limites, faute de pouvoir être accueillis, pris dans les bras, ou déchargés, ou relégués, ou relayés dans leur propre mission parentale. Même chose pour les profs, même chose pour tout le monde. Et je pourrais même rajouter, parce que ça aussi c'est une erreur grave de notre culture, que la dépression, ce n'est pas souvent seulement une rétention de chagrin, c'est une rétention beaucoup de protestation, de colère, de courroux, de frustration. Et à force, il y a quelque chose qui va tellement s'anesthésier que la personne se coupe de toutes ces vibrations qu'elle pouvait sentir. Et souvent, on fait le lien entre dépression et chagrin, et non. Il peut bien sûr y avoir ça, mais c'est surtout la dépression, c'est la rétention de l'expression de son malaise, sa protestation de devoir supporter un temps à l'école par exemple, une immobilisation ou d'autres choses posées justement ou injustement par la culture dans notre social. Alors les 3 règles d'or auxquelles je donne toute ma priorité et qui sont souvent accueillies comme quelque chose de bizarre, c'est il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions sources d'énergie. Et ce qui peut nous faire hésiter, c'est qu'elles peuvent être désagréables. La peur, le dégoût, la surprise, le chagrin ou l'émotion « j'ai mal », ça peut être désagréable comme expérience. Mais tout ça, toutes ces émotions, elles sont
potentiellement source d'énergie, donc elles sont positives. Ça, c'est la première règle d'or. La deuxième, c'est toute émotion a comme obligation d'être exprimée. Je peux soit l'exprimer dans le bon canal, soit l'exprimer d'une façon qui va être potentiellement dommageable pour moi, avec des symptômes, avec une maladie. Ça peut être une maladie toute simple, ça peut être aussi une maladie de dégénérescence si j'ai accumulé très très longtemps. Ça peut être par des comportements comme la culpabilité, ou comme trop dormir, ne pas dormir, trop manger, ne pas manger. Tous ces comportements, toutes ces mises en scène de notre histoire, c'est évidemment quelque chose qui a à voir avec une émotion qui ne serait pas accueillie comme elle mérite de l'être. Voilà. Et la troisième règle d'or, c'est cette distinction qui est à la fois souvent mon introduction et ma conclusion chaque fois que je parle de ce sujet qui me tient à cœur, c'est ma santé passe par accueillir toutes mes émotions et ma capacité à vivre en groupe passe par ma capacité à maîtriser l'expression de mes émotions. Par rapport à cette question de quoi dire, quand dire et à qui le dire, c'est une histoire vraiment de maturité. C'est que lorsque je pose que toute émotion doit être exprimée, ça veut dire aussi que notre cerveau peut enregistrer quelque chose et le garder intact, c'est-à-dire que je n'ai pas à exprimer tout de suite, et non pas forcément tout à la personne qui est en cause, mais ce qui est certain, c'est que je peux différer le moment d'exprimer, mais je dois un jour ou l'autre l'exprimer sous peine de me trouver rattrapée par quelque chose qui aurait moisi en moi. Et donc les indicateurs, c'est évidemment quelque chose qui a à voir avec les règles sociales, avec les règles de bienséance et de respect des autres. Ça a à voir aussi avec ma capacité de garder, d'entasser, de cumuler sans être dans le risque d'être submergé. Voilà, donc à moi de repérer les personnes qui peuvent entendre ce qui se passe pour moi, à moi de voir jusqu'à quel moment je peux retenir un chagrin ou une colère ou une peur. Et tout ça, effectivement, suppose une expérience toujours remise en question. Et ça suppose que je me trompe, que peut-être je fasse une confidence à quelqu'un qui ne l'entendra pas. Et c'est pas grave. Et je vais petit à petit apprendre à trouver le meilleur moment pour parler, pour pleurer, pour demander à quelqu'un de me prendre dans les bras. Et surtout pour éviter tous les risques d'explication ou de justification ou de sublimation. En conclusion, je dirais que cet apprentissage et cette distinction entre éprouver et exprimer, ça nous prend un siècle environ. C'est-à-dire qu'avant 2 ans, les bébés ont le droit de se rouler par terre, de crier, etc. Ils ont le droit de le faire et c'est bien comme ça. Et puis au fur et à mesure de ma croissance, je vais devoir apprendre la frustration d'attendre, la frustration d'écouter, la frustration de me taire, à condition aussi, en même temps, de me réserver des temps et des lieux pour exprimer tout ce qui se passe pour moi intimement. Voilà, donc c'est l'aventure d'un siècle de vie. Merci à tous et à très bientôt sur État de Veille pour d'autres aventures.